Alors, je vais vous présenter Rim, qui est là aujourd'hui avec nous, qui a créé Clear Fashion, qui est une application mobile qui permet la transparence dans la mode. Qui est une entrepreneur for good de la première promotion, une entrepreneur aussi sociale, une femme incroyable qui vient d'une famille populaire et qui a peu de réseau, en tout cas au début de son lancement. Qui aussi, donc femme comme vous savez, et qui a fait 2 levées de fonds. Et elle vous expliquera tout à l'heure ses succès et aussi ses échecs pour le partager avec vous. Nous avons Victoria Mandefield, une entrepreneure aussi sociale, qui, elle, a créé plusieurs applications aussi, qui est femme de la tech, ingénieure, et qui a créé donc Solinium et Soliguide, qui est un guide avec une plateforme pour les personnes sans domicile avec des infos plutôt pratico-pratiques. Et elle est aussi fondatrice de Merci l'invite, qui permet en fait de loger les femmes aussi sans domicile par les particuliers. Et aujourd'hui, à moins de 30 ans, elle est patronne de plusieurs dizaines de salariés. Nous avons aussi Benoît Floquet, qui a créé Tirelire d'avenir, qui est Entrepreneur for Good, donc qui est le programme d'entrepreneuriat de Live for Good, qui a été aussi lauréat du prix Gabriel. Et il est venu en fait avec un projet et il a créé donc ce grand projet en fait qui permet d'accompagner les personnes qui sont en déficience, on va dire familiale, pour les éviter de repartir dans la rue. C'est aussi un gymnaste de haut niveau et il kiffe le travail, voilà, c'est ce qui se dit. Et nous avons Abdelhak, qui est présent aussi ici, qui est Entrepreneur for Good Campus Sud, qui est militaire de carrière, qui a créé Opération Hyperion, qui accompagne par des solutions digitales les personnes d'uniforme, donc que ça soit militaires, soignants, pompiers, etc., pour leur apporter un pouvoir d'achat meilleur et aussi d'être accompagné tout au long de la vie et au quotidien. Et il expliquera aussi comment il a créé en fait cette fantastique aventure et ce que c'est aussi d'entreprendre. Donc on va commencer la table ronde et moi ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était quel a été en fait le déclic d'être d'entrepreneur et quel est un peu votre bilan de ces premières années d'entrepreneuriat. Et donc je vais laisser la parole à Rim pour qu'elle démarre ce tour de table. Bonjour à tous. Merci beaucoup Charlotte. Alors, donc oui, moi je m'appelle Rim Travelsi. Alors, c'est vrai que moi j'avais pas forcément envie de monter une entreprise quand j'étais jeune. Je me suis jamais trop dit ça. Mes 2 parents, ils avaient monté des petites entreprises, notamment un restaurant marocain. Et mon père, une boutique d'artisanat. Ça fonctionnait pas très bien, ça avait l'air très compliqué. Donc moi j'ai fait des études d'ingénieur. En fait, mon objectif, c'était d'être plus stable, justement, et quand même de travailler dans un milieu où je pouvais avoir un impact. Donc, cette formation me permettait déjà de comprendre comment est-ce qu'on conçoit, fabrique, produit des produits alimentaires qu'on va consommer. Et nous, le déclic avec mon associée Marguerite, ça a été pendant nos études, puisque très vite, grâce à notre formation, on a eu une sensibilité plus forte par rapport à l'écologie, par rapport aux conditions de travail des gens qui produisent les choses qu'on mange. Et on s'est dit, mais en fait, on achète aussi des vêtements. Qu'est-ce qui se passe derrière la fabrication du vêtement? Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. Je pense que vous êtes tous un petit peu au courant. Problèmes environnementaux, les conditions de travail. Aujourd'hui, on parle des Ouïghours, par exemple, mais il y a aussi du travail forcé des enfants. Il y a aussi beaucoup de problèmes de travail indécent des femmes, la maltraitance animale. Bref, il y a énormément de problèmes. Et donc, assez vite, on s'est dit, bon, il faudrait qu'on puisse savoir quel est l'impact de la fabrication des vêtements pour pouvoir consommer mieux, différemment, et puis finalement soutenir des marques, des créateurs qui font des produits plus responsables et éviter ou inciter les grosses marques qui font peut-être pas des choses responsables à évoluer. Et voilà, on a créé Clear Fashion comme ça, et sans trop se dire au début d'ailleurs que c'était une entreprise. C'est venu un peu pendant le chemin de l'entrepreneuriat, quoi. Merci Rim.
Est-ce que Victoria, tu veux présenter aussi ton déclic et le bilan de tes premières années d'entrepreneuriat? Ça marche. Moi, j'ai commencé assez tôt, du coup, j'ai commencé pendant mes études d'ingénieur aussi. On a plein de choses en commun. Où, à la base, j'étais vraiment cliché de l'ingénieur. Tous les ingénieurs ne sont pas comme ça, mais j'étais un gros cliché dans le sens où si on pouvait me laisser avec mon PC dans une salle sombre, j'étais très, très heureuse. À l'époque, parler devant vous, ça m'aurait liquéfié sur place. Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Donc, moi, clairement, j'étais pas du tout faite pour être entrepreneur. C'était pas mon objectif de vie. Mais par contre, ce que j'aimais bien faire, c'était du bénévolat. Donc j'ai fait énormément de bénévolat auprès des personnes en situation de grande précarité, notamment à la rue, pendant des années. Et tout simplement, pendant cette expérience de bénévolat, j'ai constaté certains besoins qui n'étaient pas répondus. Et en premier, le fait de pouvoir orienter les personnes en situation de précarité vers les services dont ils ont besoin. Donc tout simplement, ça m'arrivait plein de fois de donner une adresse à une personne en disant tiens, tu peux aller là, il y a une distribution alimentaire. Et que la semaine suivante, je retrouve la personne et qu'elle me dise bah j'y suis allée, en fait c'était en travaux. Et donc non seulement la personne elle perd confiance en vous, mais en plus elle n'a pas accès aux services dont elle avait besoin, donc potentiellement elle n'a pas mangé ce jour-là à cause de vous. C'était assez grave, c'est pour ça que j'ai lancé Soliguide, le premier projet de Soinum, pour pouvoir orienter toutes les personnes vers les services à disposition. Et l'objectif, comme toi, c'était pas du tout de faire de l'entrepreneuriat, c'est plutôt le projet qui a porté le fait de faire une structure derrière. Parce que quand on est entrepreneur social, et je pense que c'est assez caractéristique qu'on soit les deux à dire la même chose, on est là pour faire quelque chose et ensuite le reste n'est qu'un moyen vers l'objectif. Donc ça s'est vraiment passé comme ça pour moi. Et puis voilà, ça s'est bien passé a priori. Merci Victoria. Benoît? Du coup, pour être aussi innovant, j'ai fait une école d'ingénieur également. Et c'est pendant cette école d'ingénieur où j'étais un peu perdu par rapport à ce que je faisais. J'étais dans l'aérospatial et je me retrouvais pas forcément dans le fait de construire des missiles, des fusées, des avions. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui me touchait particulièrement. C'était le fait de voir des personnes dans la rue qui faisaient la manche. Moi, c'était le truc qui m'indignait le plus. Je comprenais pas pourquoi, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'était encore possible de voir des personnes qui devaient faire la manche pour survivre, en fait. Et c'est en partant de ce constat que j'ai commencé à m'intéresser à faire des distributions alimentaires, à aller discuter avec des personnes de la rue. Et c'est pareil, en fait, l'entrepreneuriat, c'est venu avec le temps, en allant à la rencontre des personnes, en rencontrant aussi mon associé Louis. On s'est mis dans le truc et ça s'est bien passé. En fait, ça a pris 2 ans au final, mais avant tout, c'est juste quelques rencontres qui ont fait que j'ai trouvé ma voie. Merci Benoît. Abdelhak? Bonjour à tous, c'est Abdel. Alors moi par contre j'ai pas du tout de hautes études, j'ai juste un petit bac. Je viens d'un milieu plutôt populaire, l'entrepreneuriat c'était absolument pas dans l'objectif ni dans la vision à court ou long terme, moyen terme. Le déclic pour moi c'était en 2017. On a tous connu des gens qui ont vécu des accidents de la vie. Un de mes camarades en mission s'est blessé et son accompagnement à l'issue n'a pas été à la hauteur des attentes que nous on avait pour lui. Donc on s'est juste mis avec une bande de copains, on s'est dit il faut trouver un moyen de financer un stage, quelque chose qui fasse que les personnes qui ont des accidents de la vie, qui sont stress post-traumatique, puissent se reconstruire par le sport, par la culture, par des actions au profit des personnes. Et en fait on a cherché des moyens de se financer. À l'époque, c'était un sujet plutôt touchy, donc on a eu beaucoup de portes qui se sont claquées au nez. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va trouver un moyen de s'autofinancer nous tout seuls comme des grands. Et c'est à partir de là qu'on est rentré dans la boucle de l'entrepreneuriat, en fait, en réfléchissant à un modèle économique, en cherchant comment est-ce qu'on pouvait se financer, et qu'on a construit au fur et à mesure le projet. Donc entre 2017 et aujourd'hui, il y a un temps relativement important, et on est... pas du tout aujourd'hui, on se considère pas comme des entrepreneurs, mais on l'est devenu par la force des choses. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et ce que j'en retiens, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir les études, c'est toujours bien, c'est super important, vraiment. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'études pour se lancer sur un projet. Si vous maîtrisez votre projet, votre sujet, vous avez toute la vie et Google est votre ami, vous pouvez tout apprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir de réseau parce que si votre projet est sain et vous allez fédérer autour de vous, et qu'au final c'est une aventure humaine où ça va se construire au fur et à mesure, brique par brique, et qu'il ne faut surtout pas hésiter. Merci Abdelhak. Justement, tu parles de business model et c'est vrai que ton projet est assez intéressant. Et comment tu as lié aussi, parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a différents acteurs à différents niveaux. Il y a les acteurs publics et privés. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton expérience par rapport à ça ?
Ok. Pour vous situer, nous, on a une association de l'Homme 1901, donc où on agit au profit des populations en uniforme pour les accompagner, et on a une SAS, une société de développement informatique, pour développer nos outils techniques au profit de notre population. Sur ce type de public, on va devoir évoluer avec des sociétés privées, des mutuelles, des banques, des assurances, avec des personnels étatiques, des agences, des ministères et des acteurs associatifs. Pour moi, une association, elle se situe dans la zone grise entre l'action de l'État et l'action des entreprises. L'État doit laisser aux entreprises la possibilité d'évoluer, mais les entreprises ne peuvent pas couvrir l'ensemble des actions et l'ensemble des besoins. Donc nous, on s'est inséré sur cette petite zone grise et on fait le lien entre les acteurs institutionnels qui ne peuvent pas travailler sans appel d'offres, par exemple avec des entreprises privées, et les entreprises privées qui vont se retrouver limitées par leur conseil d'administration ou dans leur gestion sur les actions sociales. Donc on arrive au milieu, on permet à l'ensemble de s'inscrire sur des projets communs, de financer, de développer et de mettre en place vraiment des structurations un peu comme ça au niveau national. Et c'est beaucoup plus simple parce que du coup on n'a pas de gestion administrative lourde comme pourrait avoir une entreprise privée avec l'État, et du coup ça coule beaucoup plus facilement. Du coup, par rapport à cette construction d'associations ou d'entreprises ou de structures, il y a des temps qui sont plus ou moins longs et des temps qui sont plus ou moins très très courts. Est-ce que Victoria, tu veux nous partager ton expérience avec des exemples concrets et comment tu arrives à lier ces temps longs de l'entrepreneuriat social avec les temps très courts sur le volontariat et l'engagement ? Ouais, du coup, dans l'histoire de Solinum, fallait vraiment s'adapter effectivement à ces temps longs et ces temps courts. Nous, évidemment, vu le sujet, vu les personnes en précarité, on est en lien très fort avec l'État. Ça veut dire toute la lourdeur administrative qu'on connaît. Ça veut dire des temps de discussion qui vont être entre 6 mois et 1 an pour qu'il se passe quelque chose. Donc, il faut vraiment gérer ce temps extrêmement long. Il faut le gérer à la fois dans l'activité, puis aussi dans sa frustration face aux besoins, parce qu'on a envie que les choses avancent vite, parce que les personnes le méritent, qu'on permette de changer le système assez rapidement. Et à la fois, il y a des temps très courts. Donc, exemple, crise sanitaire, mars 2020, tout ferme. Au moment-là, il fallait être sur du temps extrêmement court et tout changer. Sur Soliguide, par exemple, comme on référence tous les lieux utiles aux personnes en situation de précarité, il faut se dire qu'il y a 80% qui ont fermé leurs portes comme ça du jour au lendemain, parce que personne n'était prêt. Et parce qu'une bonne partie de l'action sociale en France tient sur le dos de personnes retraitées qui, du coup, devaient être protégées, c'est normal. Et donc, du coup, plein de structures qui ont fermé. Et là, c'était branle-bas de combat, on a fait des nuits blanches, on a dû faire énormément de choses. Mais au final, on est très fiers de l'impact qu'on a eu. Et ces entrepreneuriats, c'est très important d'être agile et de pouvoir saisir les opportunités. Des opportunités non pas business, mais des opportunités d'impact, en fait. Les opportunités où tu sais que c'est là où tu vas être bon, c'est là où tu vas pouvoir aider énormément de personnes, tout en construisant l'avenir, tout en construisant la vision à très long terme. Et c'est vraiment une agilité à avoir dans sa tête qui n'est pas évidente. Et toi, du coup, Rim, tu as aussi cette expérience. Comment tu alignes aussi les ressources ? Comment ça se passe dans ton organisation ? Et est-ce que tu peux nous partager cela ? Oui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie de créer une entreprise, mais assez rapidement, on s'est dit que ça allait être trop compliqué d'être une association parce qu'on n'allait pas avoir l'impact qu'on voulait. Peut-être pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, donc nous on a développé notamment une application mobile qui permet aux consommateurs de s'informer sur l'impact de la fabrication des vêtements. Donc en fait on évalue près de 600 marques différentes. Normalement si vous cherchez une marque, vous allez pouvoir trouver l'analyse avec l'analyse Clear Fashion avec leur niveau d'engagement sur l'impact environnemental, social, bien-être animal, les lieux de production. On est capable aussi d'évaluer les produits, donc vous pouvez scanner les codes barres en magasin. Et maintenant, il y a même des marques donc, qui affichent les notes Clear Fashion directement sur leurs vêtements, notamment en ligne. Donc pour faire ça, on savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir attendre justement les subventions de l'État pour avancer. Il y avait une loi qui vise justement à ce que demain il y ait un affichage environnemental sur les vêtements qui date de 2011 et qui n'avance pas. Donc on s'est dit c'est pas la bonne méthode. Et en plus de ça, étant donné que notre mission c'est de sensibiliser beaucoup de consommateurs, en fait on s'est dit il va nous falloir beaucoup de moyens aussi. Et en fait finalement notre idée c'était de se dire si on est utile, on trouvera un moyen de se financer. Parce que si on permet à 200 000 personnes de s'informer, peut-être qu'on leur demandera un don de 1 euro par an. Et ça sera
déjà bien pour nous en fait, ce sera suffisant pour nous développer. Et ça c'est un modèle un peu, alors je sais pas si vous connaissez, c'est UFC que choisir, 60 millions de consommateurs, où tous les médias indépendants en fait font ça. Donc on s'est dit, donc l'objectif à court terme, c'est d'être utile, de rassembler, parce que c'est notre mission, de sensibiliser les consommateurs. On veut être indépendant, donc on ne veut pas faire en sorte que les marques payent pour nous donner de l'information. Et on fonctionne un peu comme un média indépendant, en gros. Donc, c'est comme ça qu'on a créé une SAS. Mais en effet, pour développer cette application, moi et Marguerite, on est 2 ingénieurs agronomes, donc on n'était ni dans la tech, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans la mode. Très, très rapidement, on s'est dit, il va falloir que l'une de nous se forme au développement. C'est Marguerite qui a choisi ça. Moi, du coup, je me suis plus formée à la com, aux sales, des choses comme ça. Et assez rapidement, on a lancé un prototype. Et ce prototype nous a permis de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient hyper intéressées parce que en 6 mois, on a eu 15 000 personnes qui utilisaient ce prototype. Et là, on s'est dit, il faut qu'on développe la vraie solution. Et là, on a dû recruter des développeurs, notamment des ingénieurs. Et pour faire ça, on a fait le choix justement de lever des fonds pour avoir un financement qui nous permettait de développer notre première solution. Voilà, donc c'est un modèle qui est... en fait, pour moi, ça n'aurait pas pu fonctionner dans un modèle de type association parce que ça aurait mis trop de temps et trop peu d'impact. Et c'est vrai que nous, pour convaincre des marques, par exemple, à nous donner des informations, on ne peut pas leur dire juste il y a 5000 personnes. Il faut pouvoir leur dire il y a 100 000 personnes qui utilisent l'application parce que c'est ça qui va les inciter à participer, en fait. Parce que c'est une question d'image, de réputation, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez à peu près 300 000 utilisateurs, plus de 11% de notoriété. Ouais. Et tu avais partagé aussi le côté management avec une application pour faire remonter aussi les informations, pour aligner aussi les ressources. Alors, en tout cas, oui. Sur l'application mobile, on a 300 000 utilisateurs aujourd'hui. Et maintenant, donc, les marques, elles affichent aussi les notes Clear Fashion directement sur leur site, donc sur leur e-shop. Ça nous permet d'être visible, du coup, auprès de 150 000 personnes par mois aujourd'hui. Ça fait seulement 5 mois qu'on a développé ça. Donc, on pense que c'est vraiment un super levier, en fait, En fait, au début, c'était notre idée de se dire on va faire en sorte de créer des étiquettes qui soient directement apposées sur les vêtements. Mais en fait, c'était impossible. C'est-à-dire que les marques, elles n'avaient aucun intérêt à faire ça. Maintenant, comme il y a une information qui est disponible déjà sur l'application, il y a des utilisateurs. En fait, maintenant, les marques qui voient très bien que leurs clients, ils regardent notre application, ils se disent autant pousser cette information si elle est demandée. Et puis, comme ça, on est acteur aussi de cette information-là. Donc voilà, ça c'est les 2 produits qu'on a. Ouais. Du coup, par rapport à ça, c'est un exemple là, du coup, dans la mode éthique. Il y a aussi des temps qui sont différents en tant que bénévole, salarié, etc. Et du coup, Benoît, est-ce que tu peux nous partager aussi cette vision que c'est un véritable marathon? Comment on gère aussi les ressources humaines et comment on arrive à garder le cap par rapport à tout ça? Du coup, en effet, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Je pense que j'apprends rien à personne. Avec Louis, quand on a commencé, nous, notre programme initial, c'était du soutien financier pour des jeunes adultes de 18 à 25 ans qui ne sont pas éligibles aux aides de l'État. Donc ça va être des jeunes qui sortent des foyers de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes migrants, des jeunes LGBT qui ont été exclus de leur foyer parental. Et du coup, au tout début, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait tout de A à Z. Donc on allait chercher l'argent, on allait distribuer l'argent aux jeunes qu'on accompagnait. Initialement, on trouvait l'argent dans des restaurants partenaires via un système de micro-dons. Donc on devait aller sur le terrain pour parler aux commerçants, pour parler aux gens qui venaient dans ces restaurants, dans ces commerces, afin de les pousser à faire des micro-dons. Et ensuite, on devait aussi s'occuper des versements, essayer d'accompagner les jeunes. Et ça, mine de rien, c'est une assez grosse charge mentale. Et un des trucs qui nous a le plus aidé, c'est le premier recrutement de notre salarié Léa, qui nous a permis de nous enlever, de nous retirer de la partie sociale et de la charge qu'on a à accompagner des jeunes. Et ça nous a permis de prendre un peu plus de hauteur et aussi de se dire que en fait, c'est possible. Quand on essaie de faire le bien, c'est possible de ne pas réussir à faire le bien et accepter d'avoir des limites dans son engagement, de se dire que des fois on ne pourra pas aider tout le monde. Même si on essaie de faire le bien, on n'est pas les sauveurs de l'humanité ou de la planète.
Et ça, c'était compliqué. Ça a mis plusieurs mois. Enfin, en tout cas pour moi, ça a mis plusieurs mois à rentrer dans la tête. Mais une fois que ça a été fait, en fait, ça permet d'avancer beaucoup plus vite parce qu'on a beaucoup moins de charge mentale. Du coup, par rapport à justement tout cet environnement de management et d'économie sociale et solidaire, Victoria, est-ce que tu peux nous partager quelques tips, quelques trucs et astuces que tu as pu mettre en place, que ça soit le management externe avec les utilisateurs ou comme vient de l'expliquer Benoît, mais aussi interne avec les équipes. Est-ce que tu peux nous partager ça et où tu en es aujourd'hui avec tous ces salariés? En interne, du coup, nous, on a choisi d'avoir une structuration un petit peu spécifique chez Solinum, avec des concepts, pour ceux qui connaissent un petit peu l'université du Nou, etc., de décision par consentement, de choses comme ça, de travail en cercle. Donc, on s'inspire librement de systèmes comme les holocraties, sociocraties et compagnie. C'est toute une littérature, donc je ne vais pas vous faire un cours magistral sur les organisations Opal et compagnie, parce que ce sera beaucoup trop long. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir une structure. Peut-être une prochaine conférence. J'espère pas pour vous. Il y a des très bons livres là-dessus. Je vous les recommande. Ce sera beaucoup plus intelligible. En tout cas, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui vous ressemble et qui ressemble au projet. Donc, par exemple, nous, on a fait un travail de fond sur la vision, la mission de Solinum. Et c'est aussi accepter qu'il y a des limites à ce qu'on fait. Donc, par exemple, on a choisi que c'était les personnes en situation de précarité qui étaient dans notre scope, mais ça veut dire que régulièrement, on a des conseils départementaux qui vont nous dire vous pourriez pas, sur Soliguide, aussi mettre toutes les thématiques liées aux personnes âgées, etc. Ben non, en fait, c'est pas dans notre scope. Donc, faut se mettre des limites. Sinon, on sait plus ce qu'on fait, on le fait pas bien. Il y a aussi tout un travail à faire sur les valeurs. Donc, nous, on a des valeurs qui sont très importantes chez nous, chez Soinum, des valeurs sur l'efficacité, sur le fait de voir grand et loin, sur la transparence radicale. Et c'est des choses qui vont être assez clivantes. Donc, par exemple, typiquement, transparence radicale, ça veut dire que tous les salaires chez Soinum sont transparents. Il y a une grille de salaire où tout le monde sait exactement qui paye quoi. Toutes les données de tous les financements qu'on a sont 100% transparents. C'est des choses qu'on porte parce que ça fait sens pour nous. Mais il y a des gens qui vont pas forcément être à l'aise avec ça. Il y a des gens qui se disent je vais dans une structure où en fait tous mes collègues vont savoir combien je vais te payer. Pour certains, notamment dans la culture française, c'est pas toujours évident. Donc en termes de management, il faut vraiment être à l'aise avec ses valeurs, les valeurs de la structure et s'imaginer un petit peu que cette structure c'est un peu comme un organisme vivant. Qui évolue, qui grandit, qui fait plein de choses avec ses équipes. Moi je trouve que en tout cas c'est une aventure merveilleuse, plein d'aspects. On est là avant tout pour l'impact social, on est là avant tout pour accomplir une mission, mais en cours de route, on crée aussi des rencontres, on crée aussi des parcours qui n'auraient pas forcément été possibles dans le secteur privé. Et je trouve que c'est aussi quelque chose de très très beau, en tout cas que j'ai beaucoup apprécié au fil de ces aventures. Oui, l'entrepreneuriat, c'est effectivement un acte humain et tu parlais tout à l'heure, Abdelek, de comment embarquer en fait les équipes, les bénévoles. Quel est un peu cet impact aussi, si tu as quelques mesures, est-ce que tu peux nous partager et qu'est-ce qui t'a fait te porter vers l'entrepreneuriat avec toutes ces personnes qui t'entourent? Globalement, on a eu plus de bénévoles qu'on arrivait à en gérer, donc c'était top. Quand vous traitez un sujet qui touche personnellement les gens, qui est aligné avec leurs valeurs, naturellement, ces personnes vont se fédérer autour du projet. Nous, on est sur 450 bénévoles sur tout le territoire. On n'arrive pas à les gérer, donc on en a pris 60 avec qui on travaille vraiment en profondeur. Et il y a un enjeu d'animation de communauté où il y a de la transparence radicale. On leur dit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, pourquoi ce sens, et chacun peut co-construire le dispositif. L'ensemble du projet chez nous, il y a aucune décision prise de manière verticale. Tout le monde a son mot à dire et au final, ça va être la majorité. Donc des fois, ils choisissent des choses que je n'aime pas, et ben c'est pas grave, on fait avec et au final, quand c'est co-construit comme ça fédère et ça fonctionne bien mieux, pardon. Merci. Et du coup, par rapport à tout ce que vous avez vécu, on parle voilà, de délais différents, d'impact, de business model, etc. Ce qu'on a partagé, en tout cas ensemble et clairement, c'est l'humain. L'humain, c'est aussi comment on accompagne en fait cet humain et aussi l'entrepreneur en soi. Est-ce qu'il y a un de vous, comme vous avez fait Entrepreneur for Good aussi, qu'est-ce que vous pouvez partager par rapport à ça? Est-ce que Benoît, tu veux prendre la parole sur ce que ça t'a appris, pas appris? Quels conseils tu peux donner aussi à ceux qui veulent se lancer et quel est un peu ce poids de l'accompagnement? Alors, nous, clairement, ce qui a été déterminant avec Louis, c'est qu'on s'est rencontrés dès le début du projet. Donc, on ne se connaissait pas du tout.
on n'était pas copains et on s'est rencontrés, chacun on avait un projet, on s'est associés lors du programme Entrepreneur for Good et on a fait plusieurs programmes d'accompagnement. Et ce qui a été toujours déterminant, en fait, c'est vraiment d'être entouré d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui étaient à différents stades d'avancée sur leur projet, mais qui nous permettent en fait d'être dans une bulle de bienveillance et qui permettent de se tirer vers le haut. Parce que moi, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été tout seul. Je pense que je me serais senti un peu perdu. Parce que dans mon entourage personnel, il y a très peu d'entrepreneurs. Enfin, si j'enlève les gens que j'ai rencontrés dans les programmes d'accompagnement, il y a très peu d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et c'est quand même une réalité qui est assez différente de ce que tout le monde a l'habitude de côtoyer. Et du coup, le fait de s'entourer de pairs, c'est vraiment important. Et après, en plus de ça, il y a l'accompagnement de coachs et d'experts qui est primordial. Mais je dirais le plus important, c'est la communauté d'entrepreneurs et d'entrepreneuses que vous avez autour de vous, qui vont vous donner des tips, qui vont vous soutenir. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a réussi chez Tireur d'Avenir. D'être ensemble vers un objectif commun aussi, besoin de tous, que ce soit des professionnels, mais aussi des gens qui ont des idées, qu'on partage ou pas, ou qu'il faut mettre en place, etc. Et on a besoin aussi de vous, en fait. Donc là, je me retourne vers vous. Si vous avez des questions à poser aussi aux entrepreneurs, d'avoir un peu ce temps d'échange de quelques minutes. Donc si quelqu'un veut prendre la parole sur une question à poser à nos entrepreneurs qui sont là aujourd'hui pour vous. Moi, c'est une petite question d'ordre pratique. C'est pour savoir, au début, quand vous lancez votre projet, avant une levée de fonds et tout ça, comment est-ce que vous faites pour vivre financièrement ? Tout début, quoi. Je pense que je pourrais répondre à ça là parce que moi j'ai lancé ça pendant mes études et donc du coup ça a été une question parce que j'avais jamais bossé, donc pas de chômage. Si jamais vous avez un chômage, c'est bien pour l'entrepreneuriat. Franchement, premier moteur d'entrepreneur en France, le chômage. Si vous n'avez pas cette chance et si vous êtes trop jeune pour avoir le RSA en plus, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai bien préparé le terrain. C'est-à-dire que pendant mes années d'études, je savais exactement qu'à la sortie, si je voulais que le projet fonctionne, il fallait des gens à temps plein et donc il fallait trouver des fonds avant. Ça, du coup, je me suis démerdée parce que si tu as, exactement comme disait Rim, si tu as un impact, ça veut dire que tu trouves un modèle économique. Il faut vraiment pas s'emmerder avec ça. Ça vient assez naturellement. Mais du coup, ça te met aussi une exigence. C'est-à-dire qu'avoir une date limite, je pense que c'est extrêmement important. Parce que tu te dis, en fait, là, il n'y a pas le choix. C'est soit ça, soit je mange pas de pâtes. Merci Victoria. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question aussi avant qu'on clôture ? Bonjour, merci beaucoup pour vos témoignages. Avant d'être pris dans un incubateur ou dans un programme d'accompagnement, comment vous faites pour vous organiser, pour avancer au quotidien et comment vous faites pour sortir de la solitude ? Est-ce que vous avez des petits conseils là-dessus ? Merci. Qui veut s'exprimer sur cette question ? Moi, j'ai pas vraiment la réponse parce que j'ai commencé directement en étant accompagné en fait. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important dès le début, c'est sortir de la solitude, essayer de rencontrer des personnes qui font la même chose que nous et en plus en se mettant en contact avec d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, on a des ressources pour justement se guider dans l'exploration de terrain, ce qui est la partie qui prend le plus d'énergie mais qui est aussi la plus importante au début du projet. Donc je pense vraiment dès le début, il faut essayer de sortir de la solitude de l'entrepreneur. Rim, tu voulais aussi partager ? Oui, alors moi c'est vrai que pareil, on est deux associés. Moi je recommande personnellement, surtout à 20-30 ans, je pense, de se mettre à deux. C'est plus facile parce qu'il y a des moments un peu durs justement. Par contre, il y a quand même, dans mon entourage à moi, je vois qu'il y a des personnes qui ont monté des boîtes seules, mais c'est vrai qu'il faut aller dans des incubateurs. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que il faut être dans un milieu de gens qui font soit de l'entrepreneuriat, soit des associations, en fait, qui osent avancer peut-être
sur des projets différents, mais au moins parce que vous allez pouvoir partager sur des sujets différents, à des moments différents, mais vous allez pouvoir vous aider. Moi, je prends tout le temps l'exemple, je dis tout le temps, c'est comme quand on est en première et qu'on a un ami qui est en terminale, en fait. Ça nous donne des annales. En fait, tu peux aller beaucoup plus vite plutôt que de passer 6 mois à réfléchir sur un truc. En fait, une discussion et bam, c'est fini. En fait, t'as réussi à trouver la solution, quoi. Et en plus de ça, je pense que c'est une autre posture. Moi, je vois dans ma famille, dans mes proches d'enfance, etc. Quand j'ai dit que je voulais être entrepreneur, tout le monde me disait c'est impossible, c'est risqué, etc. Quand t'es dans un milieu de gens qui montent des projets, quel que soit le projet, en fait, ils voient pas les choses de la même manière. C'est des challenges. On va plus parler de comment faire plutôt que de se dire juste c'est impossible, en fait. Parce que finalement, il y a très peu de choses qui sont impossibles. Moi, je dis tout le temps aussi, on est capable d'inventer des moteurs qui vont sur la Lune. Franchement, on est capable de créer des solutions qui permettent d'aider des gens qui sont en précarité, etc. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont impossible, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais du coup c'est comment tu vas réussir à le faire. Et ça, je pense qu'en étant bien entouré, tu peux vraiment avoir des gens qui croient en toi et qui te poussent à faire les choses. Donc être entouré, c'est la solution, et c'est grâce à ça, je pense que c'est pour ça que c'est aussi super important d'être dans un réseau comme Life for Good et tous les autres incubateurs. Il y en a des tonnes à Paris, franchement, donc n'hésitez pas à aller voir pareil ce genre d'intervention, ajouter des gens sur LinkedIn, etc. Franchement, je pense qu'on est tous partants en général pour échanger, pour vous donner des tips, parce qu'on sait en fait qu'il y a des choses vraiment qui simplifient la vie, quoi. Merci. Si je peux juste réagir sur un truc, sur le fait d'être associé, c'est mieux d'être associé, c'est vrai. Je crois que vous êtes autour de la table être associé, mais par contre, c'est pas une obligation. Moi, j'ai entrepris seule, ça se fait complètement. On m'avait tellement vendu le truc que j'ai perdu beaucoup de temps à chercher un associé. Je me suis tapé les soirées entrepreneurs cherchent associé, etc. Ça servait à rien. On peut complètement entreprendre seul et c'est pas grave. Et en plus, des fois, tu gagnes du temps. Moi, j'ai vu des potes qui avaient des startups géniales, clairement sur le produit incroyable. Par contre, c'est cassé la gueule parce qu'ils se sont battus entre eux. Ça arrive assez souvent. Donc, comment si t'es seul, à part si tu te bats avec toi, ça va. Et sur ta question originelle de comment gérer son temps, on peut se faire confiance en tant qu'entrepreneur parce qu'on est guidé par le besoin auquel on veut répondre. Et donc, en fait, on a une gestion assez instinctive. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça. Tu sais à peu près vers où aller, tu as une boussole un peu dans ta tête et tu sais exactement ce qu'il faut faire. Il faut vraiment se faire confiance. Moi, j'ai mis des années à me faire confiance et à me rendre compte qu'en fait, les décisions que je prenais, c'était pas bête et que ça allait dans le bon sens. Merci. Vous êtes formidable parce que vous animez en même temps la conférence, et c'est vrai que c'est très complémentaire de se dire voilà, de choisir des business où on est seul, solo entrepreneur, d'être accompagné ou de s'associer. D'être formé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée aussi où vous avez plein d'entrepreneurs. Il y en a plus de 80 qui sont là. Donc n'hésitez pas à les rencontrer pour partager justement ces échanges et prolonger aussi, si vous êtes en pleine création ou si vous avez déjà un projet, de partager ça. Est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier conseil à partager au public avant qu'on passe à la prochaine conférence? Lâchez rien. Ne lâchez rien. L'effet pitbull, c'est ça? Merci beaucoup. Merci à vous 4. Et à très vite. Et à tout à l'heure sur le festival. Et dans 5 minutes, on a la prochaine conférence. Merci. Merci.